Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. On est de retour à l'émission. Il fut une époque où des médecins injectaient aux enfants de l'hormone de croissance extraite du cerveau de personnes décédées. C'est un peu macabre, mais ça s'est fait pendant un bout de temps. Or, il y a une récente étude qui apporte des preuves supplémentaires que ces injections pourraient avoir favorisé l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Ça mérite plus de détails. Allons retrouver le microbiologiste Patrick Filion, qui est aussi professeur ici au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. C'est une pratique qui date de quelle époque au juste? C'est entre les années 1955 et 85 environ. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a peut-être des gens là, qui écoutent ça ce matin et qui se disent « Hey, moi, j'ai reçu ça, ou mes enfants ont reçu ça de l'hormone de croissance », puis qui s'inquiètent. Là, je vais les rassurer tout de suite. Là, depuis 85, les techniques ont changé. L'hormone de croissance que l'on injecte maintenant a été fabriquée en laboratoire là, par des organismes comme des levures ou des bactéries qui ont été modifiées. Alors, donc, c'est pas du tout la même chose. Non, là, on rassure les gens. Là, c'est comme l'insuline. Aussi, l'insuline que les diabétiques reçoivent, maintenant, c'est fait en laboratoire, tandis qu'à l'époque, on allait chercher ça dans des pancréas animaux. Donc là, on n'est plus là. Mais là, pour revenir à l'histoire originale, qui est quand même, oui, c'est macabre, là, mais c'est intéressant en même temps. Il faut comprendre, cette hormone-là, naturelle, elle est produite par une glande qui s'appelle l'hypophyse dans notre cerveau. Donc, si on voulait aller en chercher pour pouvoir l'injecter à des personnes qui souffraient de problèmes de développement ou de croissance, donc on allait la chercher dans le cerveau des gens décédés. Mais ce faisant, veut pas, on pouvait être en contact avec des protéines qui étaient problématiques. Par exemple, des protéines qu'on appelle des prions. Ces prions, si vous voulez, je pense que dans l'imaginaire, les gens vont comprendre ce qu'est la maladie de la vache folle. Donc, ce sont des protéines qui détruisent le cerveau des personnes. Donc, il y a la vache folle, mais il y a l'équivalent chez l'humain qui s'appelle Creutzfeldt-Jakob. OK, donc des protéines débilitantes, est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis peut-être les chasseurs vont se rappeler aussi, il y a une maladie débilitante chez les chevreuils aussi. Là. Bien sûr. Donc, c'est le même principe. Fait que ça, tu touches pas à ça, tu manges pas à ça. Mais là, ce qui arrive avec ça, c'est que pour ça, et pour l'Alzheimer aussi, là, donc il y a des protéines défectueuses, c'est qu'en les injectant sous forme d'hormones de croissance chez les personnes, donc on aurait contaminé une partie de ces gens-là. C'est pas tout le monde qui a reçu des injections d'hormones de croissance qui a été infecté, mais certains l'ont été. Et ces deux types de protéines-là qui sont problématiques, ce qui arrive, c'est qu'elles n'agissent pas, tu sais, comme une infection. Là, si je pogne la COVID, tu me tousses dessus, LP aujourd'hui, moi, c'est dans 2-3 jours que je vais être malade. Des prions et des protéines problématiques de l'Alzheimer peuvent faire leur effet 10, 20, 40 ans plus tard. LP, as-tu pensé? Donc, c'est quelque chose qui est très, très lent comme développement. Et les gens, par exemple, qui ont reçu les injections dans les années, on va dire 60, 70, 80, ben, en payent peut-être le prix beaucoup plus tard. Puis on le voit, l'Alzheimer, ça arrive beaucoup plus tard dans la vie généralement, chez les personnes un petit peu plus âgées. Donc, c'est malheureux comme approche, on va dire, médicale, parce qu'on voulait le bien des personnes, on voulait leur assurer une croissance normale, mais à moyen long terme, on a peut-être condamné certaines de ces personnes-là à mourir là, d'une maladie débilitante là, qui dégrade littéralement les cellules du cerveau. On injectait beaucoup ça, là, les hormones en question, à des enfants de petite taille. C'est bien ça? Oui, c'était exactement ça. Donc, si un enfant... puis écoute, LP, comme je disais, on le fait encore aujourd'hui, là, sauf que l'hormone est produite en laboratoire. Donc, si on voyait un retard de croissance, puis ça, c'est un problème au niveau de la glande hypophyse, l'adénohypophyse pour être plus précis. Donc, il n'en sécrète pas assez ou pas du tout. Donc, pour aider les enfants, on leur en donne une dose, on va dire, artificielle, ce qui leur permet de se développer un petit peu plus. Puis, d'avoir une taille, on va dire, dans la moyenne. Mais c'est ça, malheureusement, dans la procédure, en allant chercher l'hormone naturellement dans le cerveau des personnes, on a peut-être récupéré certaines protéines dangereuses. C'est comme quand on faisait des dons de sang à l'époque, puis qu'on n'avait pas les moyens, disons, de détecter ce qui était problématique dedans, puis qu'il y a des gens qui ont eu des hépatites, des choses comme ça. Donc là, c'était pas au niveau du sang, c'était vraiment au niveau du cerveau qu'il y avait des protéines problématiques, prions et autres. Et malheureusement, certaines personnes là, qui ont reçu les injections ont développé plus tard soit l'Alzheimer ou la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est l'équivalent de la vache folle. Oui, on a arrêté de faire ça, Patrick, en 1985. On est rendu en 2024. Pourquoi une nouvelle étude là-dessus, au juste? En fait, je pense que l'étude est venue confirmer plusieurs choses. Donc, confirmer que la transmission pouvait se faire de cette façon-là.
Mais c'est une étude qui est importante aussi pour faire réaliser aux gens, bon, par exemple en médecine, en recherche, quoi que ce soit, que ces protéines-là, prions, etc., sont extrêmement résistantes à la stérilisation qu'on va dire normale ou de base. Puis je vais faire une petite parenthèse, LP, moi, quand j'enseigne en hygiène dentaire, j'explique ça à mes étudiantes. On peut pas juste prendre, par exemple, je vais dire un exemple, là, tu sais, les curettes que les gens utilisent pour faire ton détartrage, nettoyer tes dents. Oui. Si on fait simplement les mettre à l'autoclave, donc qui est une espèce de four là, qui sert à stériliser les équipements, les prions et les protéines de ce type-là résistent à ce traitement-là. Donc, c'est important pour les gens en médecine dentaire, peu importe, de vraiment nettoyer, on va dire physiquement, de frotter, nettoyer les instruments pour détacher les protéines, les tissus, etc., et par la suite stériliser. Donc ça, c'est une étude justement qui permet de dire, hey, quand on fait des opérations au niveau du cerveau ou quoi que ce soit, c'est pas, faut pas on juste niaise pas avec stériliser, ça, oui. Faut nettoyer parce que là, ça pourrait entraîner justement, on le voit là, des conséquences à moyen long terme chez des personnes là, qui subissent des traitements à partir de tissus qui auraient été prélevés au niveau du cerveau ou ailleurs, par exemple au niveau de la bouche, comme je le disais, ça pourrait être suffisant. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux médecins et aux équipes dans les hôpitaux de mieux nettoyer, stériliser les équipements pour prévenir ce genre de transmission-là. Donc, à quelque part, ça nous dit que la maladie d'Alzheimer, c'est contagieux. C'est pas très contagieux, mais ça peut l'être si on ne prend pas des précautions, là, entre autres au niveau de la décontamination des instruments qu'on utilise en neurochirurgie. C'est ça. Il faut vraiment comprendre, là, c'est pas une contagion, par exemple, comme la transmission par les gouttelettes, comme un virus, une bactérie. Là, on n'est vraiment pas là. Ça prend vraiment quelque chose d'invasif. Donc, quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Donc, une chirurgie, vous avez un cancer, un accident, quelque chose de grave. Donc, c'est pas une infection ou une transmission qui est très, très simple. Donc, c'est vraiment des cas exceptionnels. Puis, on parle, il y a plusieurs milliers de personnes qui ont eu des injections et on parle de 200 cas là, de personnes qui auraient été contaminées suite à ces injections-là. Donc, c'est vraiment une transmission qui est théoriquement possible, extrêmement rare, mais à la quantité de personnes qu'on a injectées là, pendant ces 30 années-là, ben, on a vraiment constaté qu'au moins 200 cas répertoriés ont développé soit la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l'Alzheimer suite à des injections comme celle-là. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir, LP. Bonne journée. C'est fascinant. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.